Bonjour, je suis Yanana, votre conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet du pervers narcissique parce que dans la précédente vidéo, on en avait fait une petite introduction. Et à cette occasion-là, on avait défini le pervers, selon Freud, comme une personne encline à faire du mal, comme une personne qui prend plaisir à faire souffrir l'autre, qui jouit de la souffrance de l'autre. Et le narcissique comme une personne qui a une image déformée d'elle-même, une image grandiose d'elle-même en référence à Narcisse dans la mythologie. Donc, aujourd'hui, on va continuer toujours sur ce sujet-là. Et voilà, donc, tel que défini, on peut penser que tout le monde, tout autant que nous sommes des pervers ou des narcissiques. Parce que selon les circonstances, dans certaines situations de nos vies, on a eu à avoir quand même des images grandioses de nous-mêmes, une image déformée de, de ce que nous sommes. Et il y a aussi des situations où on a pris plaisir, un malin plaisir, un plaisir malsain à, à faire éprouver de la souffrance à l'autre, à faire souffrir l'autre. Donc, ça voudrait dire que là, tout le monde se retrouve pervers et narcissique, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui fait la différence déjà, c'est que le pervers narcissique souffre d'une pathologie, d'une psychose blanche, qui est une pathologie dite invisible. Et nous, pour des personnes dites, on va dire normales, quand elles se retrouvent dans des situations où elles peuvent se comporter comme des perverses ou comme des narcissiques, ce sont des situations ponctuelles, passagères, clairement limitées dans le temps. Ce qui n'est pas le cas pour les pervers narcissiques qui sont, elles, dans un, comment dire, euh, dans un mode de relation bien établi, dans un fonctionnement organisé. Donc, et comme on l'a dit aussi la dernière fois, les pervers narcissiques ont dans leur enfance subi des traumas ou des polytraumas, entendons par le traumatisme, euh, qui n'ont pas suggéré, et ça c'est avant l'étape oedipienne. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un peu comment, suite à ce traumatisme ou à ce traumatisme, le mode relationnel s'est véritablement établi en lui. Donc, suite à ces traumas, puisque ce sont des traumas qui sont insupportables, que le psychique n'est pas arrivé à digérer, le pervers narcissique, c'est-à-dire son cerveau a mis en place des mécanismes de défense pour protéger le moi, pour que le moi ne s'effondre pas complètement. Et il y a plusieurs mécanismes de défense, mais bon, généralement, il y a certains mécanismes de défense qui caractérisent les pervers narcissiques. Donc, on peut déjà commencer par le mécanisme de défense qui est le déni. Le déni qui est le refus de voir, d'accepter euh, la perception traumatisante d'une certaine réalité. Ça veut dire quoi? La réalité est insupportable, intolérable, stressante. Et du coup, le cerveau, lui, puisqu'il il ne peut pas digérer ça, il ne peut pas accepter cette réalité. Donc, pour se protéger, pour ne pas avoir à souffrir énormément, pour ne pas avoir à succomber à cette douleur-là, directement le corps, voilà, le cerveau se met en place une barrière de protection. Donc, dans le cas du déni, simplement, du coup, il procède comme, il dissimule, on va dire, il dissimule cette réalité-là au psychique, ou bien, comment dire, il déforme, le cerveau peut arriver à déformer la réalité. Donc, en quelque sorte, il se met un voile. C'est comme une autruche qui met la tête dans le sable pour ne pas avoir à regarder la réalité qui est en face d'elle. Et généralement, on peut parler, il y a des dénis que nous connaissons, par exemple des dénis de grossesse.
Et à ce moment-là, vous voyez comment le psychique peut jouer sur le physiologique. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte, mais qui refuse complètement cette vérité-là, cette réalité-là, et du coup ne présente aucun symptôme de grossesse, par exemple. Donc, voilà, c'est un des mécanismes de défense que le psychique met en place pour pouvoir se préserver, pour pouvoir essayer de continuer à fonctionner. Donc, il y a aussi, parmi ces mécanismes de défense, il y a le clivage du moi. Le clivage du moi, c'est quoi? C'est la séparation d'un objet unitaire en deux parties. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, euh, comment dire, le cerveau qui ne veut pas, lui, qui ne veut pas séparer deux réalités pourtant contradictoires, finit par les dissocier. Donc, le cerveau a les deux, conserve les deux réalités contradictoires. Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Le cerveau conserve les deux réalités qui sont contradictoires. On va dire le bien et le mal, voilà. Donc, mais en niant l'une des réalités, en essayant de nier la réalité, évidemment, celle qui fait le plus mal, celle qui ne nous convient pas. Donc, et quand il s'agit du clivage du moi, Janet en parlait déjà en 1889, il était psychologue et philosophe, mais il parlait à ce moment-là de doublement. Donc, c'est Freud et Mélanie Klein qui ont par la suite véritablement développé ça pour parler du clivage du moi. Enfin, surtout Freud qui a parlé du clivage du moi parce que Mélanie Klein, elle insiste plutôt sur le clivage de l'objet. Donc, le clivage du moi, la conséquence, c'est quoi? C'est simplement que le sujet ou le pervers narcissique à ce moment-là nie la réalité pour lui est négative. Donc, c'est un peu comme si il a en nous, pour qu'une personne soit équilibrée, il y a toujours cette sorte de dualité-là, le bien, le mal, le yin et le yang. Voilà, il y a cette sorte de dualité. Et c'est en acceptant les deux réalités qu'on arrive à un certain équilibre. Mais chez le pervers narcissique, ce n'est pas le cas. Chez le pervers narcissique, il se coupe d'une autre réalité, tout en sachant, tout en reconnaissant au plus profond de lui qu'elle existe, hein. Donc, mais il se coupe, il refuse de la voir. Et voilà, il se met donc et il met en place un faux self. Donc, s'il y a des qualités et des défauts, directement, il se coupe de ses défauts. Il ne veut pas voir des défauts, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais ce qu'il met en place, ce qu'il met en exergue, c'est son idéal. Donc, c'est le faux self. Donc, c'est pourquoi on va voir le pervers narcissique qui présente toujours son meilleur visage tout en niant les défauts qu'il a. Tout en niant cette partie-là, ces défauts-là qui le perturbent. Il n'accepte pas d'être une... Le pervers narcissique n'accepte pas d'être une mauvaise personne, de ne pas être parfait. Parce que n'oubliez pas, c'est du narcissisme, dont il a une image grandiose de lui, dont il est le plus bon, le plus gentil, le plus ceci, enfin encore qu'il est toujours dans l'extrapolation, l'exagération. Donc, c'est ça, il ne supporte pas de ne pas être cette personne parfaite-là qu'il s'imagine. Donc, avec le clivage du moi, ça le coupe de ses émotions, ça le coupe il nie cette partie-là qui le dérange et tout. Et ce qu'il met en place, c'est un faux self. Donc, c'est pourquoi c'est une personne qui s'adapte très facilement, hein, et qui, dans le social, s'adapte très facilement, qui est plutôt une personne très sociable, comme j'ai dit, délicieuse, esquisse, mais qui, dans l'intimité, voilà, se manifeste. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas garder un masque indéfiniment. Quel que soit le jeu d'acteur qu'on a, l'acteur, c'est quand il est sur la scène. Mais quand il descend de la scène, eh ben, il reprend sa véritable identité. Donc,
Quand le pervers narcissique, parce que la vie pour lui est comme une scène, l'extérieur, quand il sort de sa maison pour lui, il est directement sur une scène dont il a directement un masque, il a directement, il prend directement son jeu d'acteur très au sérieux, il devient un histrion. Donc, il présente à la société, il se présente à la société sous son plus beau jour. Mais quand il revient à la maison, étant donné que même s'il nie cette réalité, même s'il nie ses défauts, même s'il nie cette partie sombre de lui, elle existe quand même. Et parfois, elle se manifeste même dans les rêves et tout ça là. Donc, elle ressortent dans les rêves parce qu'on ne peut pas indéfiniment nier ce que nous sommes. Donc, du coup, on ne peut pas conserver un masque indéfiniment. Donc, c'est à la maison que, justement, en étant dans l'intimité, parce que là, il se relâche, voilà, il prend plus ses aises, on va dire. Donc, dans l'intimité, c'est à ce moment-là que ces traits négatifs de sa personnalité ressortent. Et c'est à ce moment-là que, voilà, c'est pour ça que c'est dans l'intimité que généralement, on sait qui est véritablement le pervers narcissique, pas à l'extérieur. Donc, après ce mécanisme de défense du clivage, il y a, on va dire, une relation à l'objet qui est anaclitique. Ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que le pervers narcissique ne nous considère pas véritablement comme une personne. Elle nous considère partiellement comme un objet. Et quand, quand le pervers narcissique nous considère partiellement comme un objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que du coup, il n'a, il n'a pas de sympathie, il ne s'intéresse pas. Il n'a pas d'attache, il ne s'intéresse pas à nous, quoi. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'empathie par rapport à nous. Et aussi, ça permet la relation anaclitique à l'objet, permet aussi au pervers narcissique, comment dire ça, ça crée aussi une relation de l'ordre de la dépendance affective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pervers narcissique a un besoin impérieux d'être en relation avec quelqu'un. Il a un besoin d'être impérieux, c'est vital pour lui, d'être admiré, d'être aimé, d'être adulé. On doit le prendre pour Dieu, on doit le prendre, voilà, pour le plus beau, pour le plus bon. Enfin, il a un besoin vital. Donc, et comme il a une partie de lui, en raison du clivage, qui n'aime pas, il y a une partie de lui qui ne supporte pas parce que dans sa structure mentale, il y a une blessure, un narcissique qui est profonde. Donc, quand il met en scène son idéal du moi, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui lui manque. Et ce manque-là, il va le combler avec l'autre. C'est pour ça qu'on parle de victime, d'autres parlent de complice. C'est pour ça qu'on parle de victime, on parle de proie, de la proie du pervers narcissique ou de l'approvisionnement narcissique. Parce qu'il a besoin de s'approvisionner auprès de l'autre. Donc, il a besoin, il sait forcément qu'il y a des choses qui lui manquent. Il ressent des manques en lui, il ressent un vide en lui. Et ce vide, il faut le combler. Et comment le combler? Il le comble simplement avec les qualités de l'autre. Il le comble avec la vitalité qu'il trouve en l'autre, la vie qu'il trouve en l'autre, parce que il envie l'autre. Il l'envie parce que c'est une personne extrêmement envieuse, extrêmement jalouse. Le pervers narcissique envie l'autre. Il envie cette vie-là que l'autre a, cette joie de vivre, cet équilibre que l'autre a et qu'il sait parfaitement ne pas avoir, mais pourtant qu'il met en scène. Il fait semblant d'avoir cet équilibre, mais au fond, il ne l'a pas. Donc, il a besoin de l'autre, un besoin impérieux de l'autre pour pouvoir exister. Il a besoin de l'autre pour pouvoir combler ce vide, ce manque-là qui est en lui. Parce que quand on résume l'affaire, on se rend compte que le pervers narcissique a un manque criard d'estime de lui-même. Donc, et ça entraîne quoi aussi? L'autre mécanisme de défense, ce sont des projections. Puisqu'il y a cette partie de lui qui n'aime pas, il ne supporte pas. Qu'est-ce qu'il fait simplement? Eh bien, il projette ça sur l'autre. C'est pour ça qu'on a parlé d'une psychose, c'est pour ça qu'on a dit qu'il oscillait entre la psychose et la névrose. Pourquoi? Parce que ça frise un peu comme la folie.
Donc, il ne supporte pas. Il sait qu'il y a une partie de lui qui n'est pas bien. Il sait, par exemple, qu'il est jaloux, il est envieux. Il fait des choses méchantes. Il fait souffrir l'autre. Il prend plaisir à faire souffrir l'autre, mais il ne la voit jamais. Il ne va... Et savoir ça, ça le torture et c'est quelque chose qui le met tellement mal à l'aise. C'est une chose avec laquelle il est tellement mal qu'il ne peut pas supporter, il ne peut pas supporter cette culpabilité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Excusez-moi, c'est tombé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, simplement, il projette son mal-être, il projette sa culpabilité, il projette sa folie sur l'autre. Donc, pour le pervers narcissique, tout ce qu'on fait, parce qu'il est très susceptible, tout ce qu'on fait, il considère ça comme si c'était une attaque personnelle contre lui. Oui, quand le pervers narcissique, par exemple, s'il est arrivé en retard quelque part, eh bien, c'est toi la victime. Peut-être qu'il l'a pas réveillé à temps, alors qu'il ne t'a pas demandé de le réveiller. Alors que tu n'es même pas au courant qu'il avait un rendez-vous à une certaine heure quelque part. Il ne te l'a pas dit. Mais parce qu'il est arrivé en retard, eh bien, il se retourne contre toi. Et il va s'en prendre à toi. Il va, comment dire, il va extérioriser parce qu'il faut qu'il s'en débarrasse. Donc, les victimes sont comme, pour le pervers narcissique, sont comme une poubelle émotionnelle. Une poubelle dans laquelle il déverse toutes ses émotions négatives. Donc, c'est pourquoi c'est difficile à vivre avec un pervers narcissique. C'est très difficile à vivre avec. Donc, il se fait tout passer pour la victime. C'est toujours l'autre qui a tort. Lui, il n'a jamais tort. Parce que dire qu'il a tort, reconnaître qu'il a tort, ça veut dire reconnaître qu'il n'est pas une bonne personne. Ça veut dire reconnaître qu'au fond, il n'est pas si bien que ça. Qu'il a des défauts, qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas Dieu et qu'il y a des raisons pour qu'on ne l'adulte pas, autant qu'il croit le mériter. Donc, pour ne pas avoir à vivre ce choc-là pour lui, son, 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 son psychique a mis en place tous ces mécanismes de défense-là, pour le protéger en réalité. Mais seulement, il ne faut pas le plaindre. Parce qu'à un moment, voilà, ce n'est pas parce qu'on a tous eu, tous eu plus ou moins des traumatismes dans nos vies, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes devenus tous des pervers narcissiques. Donc, voilà, il n'est pas forcément à plaindre. Mais il faut quand même essayer de le comprendre et comprendre au-delà du bourreau qu'il est, il a quand même été une victime de toutes les circonstances qui sont déroulées dans son enfance. Et comme William Wordsworth l'a dit, l'enfant est le père de l'homme. À très bientôt pour une autre capsule.